peux y aller, Maud. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour cette matinale de la commission audit informatique. Donc, un petit rappel, mais vous êtes habitués à tous les webinaires de la CRCC. Donc, vous êtes en écoute seule, vos caméras sont coupées et pour poser vos questions, en bas à droite de votre écran, vous avez une petite bulle avec justement un petit mémo pour poser vos questions. Ces questions seront traitées en fin d'événement et nous avons notre pilote qui va nous synthétiser les questions de manière à ce qu'elles soient toutes traitées. Donc, pour cette matinale, je me présente, je suis Maud Baudin-Veraldi, je suis élue à la CRCC de Paris et donc commissaire aux comptes. Hein, et j'accueille à mes côtés messieurs de Montgolfier et Retourné qui vont se présenter eux-mêmes. Donc, Georges, à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Georges Domgolfier, senior manager au sein de la société RSM. J'ai à peu près 20 ans d'expérience dans tout ce qui est audit informatique, beaucoup dans le cadre du commissariat aux comptes, où j'intervenais donc sur ce qu'on appelle de communément tout ce qui est ITGC, tout ce qui est ITAC et j'ai été spécialisé dans la partie analyse de données pour vérifier les comptes des sociétés. Michel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Michel Retourné, je suis diplômé d'expertise comptable. J'ai plus de 40 ans d'expérience en commissariat aux comptes, expertise comptable, audit des systèmes d'information, et c'est à ce titre que je fais partie de la commission audit informatique de la CRCC de Paris. Et je suis également spécialisé en tout ce qui est audit de données sur les missions de commissariat aux comptes ou de conseil. Alors, un petit rappel administratif, à la fin de ce webinaire, vous aurez à répondre à un questionnaire de satisfaction qui est sur la plateforme CAC 120. Vous aurez un mail de toute façon de connexion qui vous sera envoyé d'ici 48 heures, donc surveillez vos spams au cas où. Et à l'issue de ce questionnaire, vous pourrez obtenir votre attestation de formation et bien évidemment le support qui vous est présenté ce matin. Alors, ce support et ce thème que va-t-il être? Eh bien, en fait, la commission audit informatique a travaillé en partenariat avec la revue fiduciaire, le groupe Revue Fiduciaire, qui a publié donc en octobre et novembre de l'année dernière le guide de la performance comptable. On ne va pas vous présenter l'intégralité de ce guide. En 1 heure et demie, ce serait un peu trop court. Donc, nous allons faire ce matin deux focus. Un focus sur le contrôle de gestion de Michel et un focus sur le système d'information de gestion de Georges. Mais ce guide en lui-même, qu'est-ce qu'il vous présente? Il est plus global. Alors, avant de parler de ce guide, d'ailleurs, il faut quand même que je vous présente notre commission audit informatique. Depuis 2016, elle a vraiment un objectif qui est acculturer les commissaires aux comptes à cet audit informatique. On vous a déjà présenté au cours de précédentes manifestations 3 guides qui sont parus. Un guide d'audit des processus, un recueil des tests d'audit et un guide complet d'audit informatique. Je vous recommande véritablement de les télécharger parce qu'ils sont encore disponibles sur la plateforme de la CRCC Paris et ils sont très utiles pour conduire nos missions. Pour l'application de ces guides, on vous a aussi communiqué des aides pratiques, 10 fiches pour réussir son audit informatique et une cartographie des risques informatiques. Là encore, téléchargez-les. Elles sont vraiment en accès libre et d'une utilité. Donc, grâce à cette acculturation, la commission audit informatique a aussi poursuivi par des actions de formation, audit et conseil SI en partenariat notamment avec Paris Dauphine. La CRCC Paris a conçu un outil, l'outil qui est WizNow, un outil d'utilisation et de restitution de la data, avec un club utilisateur WizNow, comme ça, entre confrères, vous pouvez vous aider les uns les autres.
Et enfin, vous avez le réseau busi.fr. Donc, c'est une commission qui œuvre beaucoup. Merci à tous les participants de travailler pour nos confrères. Donc, revenons plutôt sur notre guide de la performance comptable. Donc, 2 volets, plusieurs processus. L'objectif, en fait, c'est la poursuite des travaux de la commission audit informatique. Et vraiment, notre objectif, c'est accroître la valeur ajoutée du commissaire aux comptes lorsqu'il réalise sa mission et lorsqu'il apprécie la globalité de l'organisation. Donc, les axes principaux de cette performance, c'est d'une part, s'assurer de la pertinence de l'information financière. D'autre part, et là c'est un sujet qui peut être prégnant chez certaines sociétés, c'est quel est le délai de production de l'information financière. Il est loin le temps où les comptes n'étaient disponibles que la veille du dépôt de la déclaration fiscale. Ce n'est plus un outil et des situations acceptables de nos jours. On a aussi vraiment une volonté de s'assurer de la fiabilité de l'information financière et on s'assure aussi de la mobilisation et de la maîtrise des outils par tous les utilisateurs. Donc en fait, ce guide couvre plusieurs fonctions de l'entreprise. Il va couvrir l'ensemble des systèmes d'information comptable. Il va couvrir les aspects RH liés aux opérations comptables. Et enfin, il va couvrir les processus qui participent à la production d'informations comptables. Donc, c'est vraiment un guide qui nous permet d'apprécier la globalité de l'entreprise dans le cadre de cette appréhension de ces systèmes d'information au sens large. Et donc, pour chaque processus qui a été développé, il y a vraiment une structure des fiches qui est identique. On va d'abord identifier les risques. On va identifier les leviers de performance. On va mettre en évidence les contrôles clés, plus ou moins nombreux selon les processus. On va identifier des tableaux de bord avec une proposition d'indicateurs clés. Et enfin, on va mettre en évidence les procédures à mettre en œuvre. Et en fait, nous avons véritablement développé au travers de ce guide 11 processus dans l'entreprise. Alors, très classiquement, les ventes et les achats. On a la gestion des immobilisations, la comptabilisation des stocks, la gestion de trésorerie, les déclarations fiscales, paye et déclarations sociales, contrôle de gestion, processus de clôture, la gestion des données maîtres et le système d'information. Aujourd'hui, on vous a dit, on se focusera sur 2 processus, mais si vous voulez accéder à ce guide, donc pour les abonnés, vous l'avez eu à travers la revue fiduciaire en son temps, donc octobre-novembre de l'an dernier, mais surtout, vous pouvez même d'ores et déjà tester sur votre écran si vous le souhaitez ce matin, et en tout état de cause, dans le support, vous aurez le lien Internet complet. Ce guide est disponible sur le site de la CRCC Paris. Donc maintenant, je vais laisser la place à Michel qui vous présentera tout sur le processus de contrôle de gestion. Merci Maude. Je reprends la main. Oui, normalement, pas de souci. Voilà, la présentation du processus contrôle de gestion. Alors, on n'est pas là pour l'objectif n'est pas de vous former sur qu'est-ce que le contrôle de gestion, mais sur il faut bien intégrer que tout ce que est présenté dans ce guide concerne sur la partie contrôle de gestion, c'est de quelle façon le contrôle de gestion peut-il participer à la qualité comptable. Alors, les objectifs du processus contrôle de gestion sont importants, vous les connaissez bien entendu, hein, c'est piloter l'entreprise, atteindre les objectifs fixés par la direction générale et mettre en place des actions spécifiques. Alors, ça couvre bien sûr un domaine assez large, le contrôle et reporting, donc les états financiers, les états de gestion et cash management, la revue des processus,
la qualité des données, la structure du capital, distribution des dividendes, audit interne et contrôle, et management report. Alors, tous ces différents domaines ne participent pas forcément à la qualité comptable. Et on va mettre en évidence et s'intéresser plus particulièrement à ceux qui participent à la qualité comptable. Et on va les développer juste après. Ensuite, le périmètre plus généralement, et ce qui va vous intéresser en tant que commissaire aux comptes, ça va se concentrer principalement sur le contrôle de gestion financier. Si vous regardez les petites boîtes bleues, violettes ou bleu foncé suivant votre écran, où il y a le reporting commercial, le reporting opérationnel, le reporting industriel, le reporting RH, vous ne voyez pas le reporting RSE. Hein, ça ne participe pas à la qualité comptable, même si c'est très important, bien entendu, et encore de plus important, mais ça ne participe pas directement, en tout cas, à la qualité comptable. Alors, finance et comptabilité, ça couvre bien évidemment le reporting financier, le suivi budgétaire, l'analyse de la trésorerie. En matière de gestion, vous avez toutes les boîtes sur le reporting, les différents types de reporting. Et puis, comment le contrôle de gestion va s'y intéresser? Par une approche par les flux, bien évidemment, la définition et collecte des données, la fréquence des analyses, les référentiels, les utilisateurs. On va revenir un petit peu plus en détail après. Alors certains se plaignent de ne pas entendre. Il faut bien cliquer sur. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs? Oui? Oui. Georges me fait signe de la tête, vous m'entendez bien. Merci Corinne et Isabelle. Alors, s'assurer de la performance du processus. Ayez bien en tête que tout ce guide, c'est la qualité comptable. Donc, en tant que commissaire aux comptes, la qualité du processus comptable, bien sûr, ça nous intéresse. Alors, comment s'assurer que ce contrôle de gestion est performant dans le cadre d'une qualité comptable? Alors, les objectifs du contrôle de gestion, je ne fais pas l'injure bien sûr de vous apprendre quelque chose, mais c'est pas mal non plus aussi de bien les rappeler. C'est optimiser les coûts et les marges. Ça, on est d'accord. Optimiser les ressources internes. Fournir les outils nécessaires au pilotage et aux aides à la décision. Fiabiliser l'information financière, qu'elle soit réelle ou prévisionnelle. Et tout ça, c'est pour analyser les performances, bien évidemment, et prendre les mesures de correction nécessaires. Hein. On analyse et on corrige si ce n'est pas conforme à ce qu'on attendait ou si on identifie des évolutions qui ne sont pas favorables. La petite flèche en bas. Alors, toujours dans le cadre de s'assurer de la performance du processus, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Il nous faut des outils performants, informatiques. Alors, vous avez l'ERP avec ses interfaces. S'il n'y a pas d'interface, c'est pas vraiment performant. L'interface avec les données comptables et analytiques avec des outils modernes. Alors, on reprend multidimensionnel business intelligence. Ça veut dire, bien sûr, c'est une évidence, c'est pas des outils qui sont pas adaptés, comme Excel. J'adore Excel, je m'en sers tous les jours, comme vous, mais c'est pas un outil qui est véritablement utile ou performant pour faire de l'analyse. En tout cas, dans ce cadre-là. Alors, votre mission va être de s'assurer que les performances du processus de contrôle de gestion participent à la qualité comptable. Alors, développement durable. Est-ce que le développement durable participe à la qualité comptable? Non, ça ne participe pas. On a considéré que le développement durable ne participe pas à la qualité comptable. C'est bien le thème de ce guide, la qualité comptable. Ensuite, pour qu'il y ait de la qualité, il faut bien sûr, on nous en parle depuis quand même déjà pas mal d'années, et c'est encore plus d'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe sur les attaques des pirates. Mais il n'y a pas que les pirates qui font de la fraude, il y a aussi de la fraude interne. Il faut apprécier, identifier les risques de fraude. Alors, les risques de fraude, typiquement, ils sont associés à des risques. Hein, et c'est quoi ces différents risques
qui sont favorables à la fraude, interne ou externe, c'est l'absence de mesure de la performance. On ne sait pas où on va, donc on ne peut pas identifier les dérives. Et quand il y a de la fraude, on peut les identifier par l'évolution des performances qui ne sont pas conformes à ce qu'on attendait. On ne comprend pas, on regarde et on peut creuser. Inefficience des analyses. Oui, hein, si on fait des analyses mais qu'elles ne sont pas performantes, elles sont superficielles, elles ne sont pas fréquentes, eh bien, on ne va pas être en mesure d'identifier rapidement des fraudes. N'oubliez pas que plus dure une fraude et plus les impacts financiers seront importants. Donc, il faut faire en sorte de l'identifier très vite avec des analyses adéquates et des mesures correctives associées. Mauvaise communication interne. Si on ne communique pas en interne, il y a beaucoup de chances pour qu'on ne repère pas les fraudes. Et donc ça, il faut qu'il y ait une très bonne communication interne. Idem en communication externe. Si elle est mauvaise, on a des risques qu'on favorise la fraude. Juste, Michel, là-dessus, je ne sais pas s'il y en a à l'université d'été en septembre de la CRCC, on était intervenu avec le directeur financier du groupe Engie, pas Engie, Edel, pardon, et il racontait justement sur la partie communication interne les risques forts. Il a déjà vu dans sa vie des personnes qui étaient l'un en face de l'autre, et la personne reçoit un message de la personne en face demandant de faire un virement urgent. Vous connaissez la fraude au président. Et plutôt que de poser la question à la personne en face en disant « Tiens, c'est bizarre, pourquoi tu m'envoies un mail, pourquoi tu ne me le dis pas directement ?» a fait le virement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la communication interne est quelque chose de très important. Et lui insistait beaucoup sur ce sujet-là. Enfin, je me permettais, hein, Michel. Oui, mais tu as bien fait. Et là, toujours d'actualité, malheureusement, le piratage qui s'est fait auprès de France Emploi, ex-Pôle emploi, fait que beaucoup d'informations privées sont disponibles maintenant dans le dark web. Et donc, ce qui s'annonce, c'est beaucoup de sollicitations par texto, par mail, etc. Donc, ça reste aussi très vrai pour les entreprises. Donc, bien faire attention à ça. Là, ça participe aussi à la qualité comptable, hein, que d'avoir une bonne appréhension des risques de fraude. Ensuite, il nous appartient d'apprécier quels sont les leviers de performance participant à la qualité comptable. Alors, quels sont ces leviers? Là aussi, vous les connaissez bien. Il faut bien sûr une comptabilité analytique par destination. La comptabilité du PCG, c'est pas fait pour le contrôle de gestion, hein, ça a été fait pour l'information financière et aussi, on va pas se le cacher, hein, un objectif de contrôle fiscal, mais c'est une comptabilité analytique par destination, donc à la fois analytique et par destination, qui permettent d'avoir une bonne appréciation de ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut que la gestion budgétaire soit intégrée à l'ERP. Pas de délai, pas de recopie, pas de travaux manuels, il faut que ça soit complètement intégré dans l'ERP. Ça passe aussi par l'automatisation des processus et d'imputation analytique. Donc pareil, là aussi, plus c'est automatique et moins on a de délai pour analyser l'information. Ensuite, il faut des outils de prévision modernes. Outils de prévision modernes. Ça veut dire là aussi qu'Excel n'est pas un outil de prévision moderne. Ce n'est pas fait pour ça. Hein, c'est un tableur et donc il n'y a pas de modèle. Alors, certainement, vous allez voir dans vos entreprises, chez vos clients ou même en interne, des choses qui ont été développées avec Excel, avec du langage de programmation, Visual Basic, etc. Mais ce n'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Alors aujourd'hui, il existe des outils vraiment très modernes qui permettent, sur la base de l'existant, de l'historique, de faire des prévisions, d'être capable de les faire évoluer rapidement. Si j'augmente mon chiffre d'affaires, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 1%, quelles sont les conséquences sur ma masse salariale? Quelles sont les conséquences sur mon niveau de stock? Quelles sont les conséquences, etc. Ça, Excel, il ne vous le dira pas. Donc, il faut véritablement que l'entreprise ait des outils de prévision modernes pour pouvoir suivre et améliorer leur performance. Il faut bien entendu que les remontées d'informations soient rapides. Hein, c'est pas avec des délais qu'on va avoir quelque chose de performant.
Et puis, le dernier, parce que c'est une tarte à la crème, mais ça y participe aussi, il faut qu'il y ait une clôture rapide. Et là, dans le dossier, dans la première partie de ce dossier, vous avez toute une partie concernant les clôtures rapides et comment participer et comment ça participe à la qualité comptable. Alors, vous avez tout en bas un bandeau, contrôle de gestion, il y a des dimensions analytiques, élaboration budgétaire, analyse des ventes, des marges, des coûts, reporting et tableau de bord, performance et des processus. Quels sont les outils modernes de prévision? Je réponds en live puisqu'on est directement dessus. Eh bien, vous avez beaucoup d'outils. Alors, certains sont intégrés dans les ERP, mais je ne veux pas faire de pub, hein, mais regardez, refaites des recherches, vous aurez très vite des outils qui vous seront proposés pour faire de la prévision. Donc, pas de souci, il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a beaucoup. À vous de faire votre choix. Et tout ça, le choix d'un outil, ce n'est pas le sujet de ce guide, hein, mais le choix d'outils informatiques, il y a pas mal d'études qui sont disponibles. C'est de toute façon en phase avec les besoins, la taille de l'entreprise. Ensuite, il vous faut identifier les contrôles clés. Alors ça, vous l'avez déjà dans votre démarche d'audit, hein, quels sont les contrôles clés. Mais là, on a voulu faire un petit focus sur quels sont les contrôles clés qui participent à la qualité comptable. Eh bien, bon, bien sûr, il faut éviter les risques, il faut limiter les risques de fraude, et il faut faire en sorte que ces contrôles clés rendent le processus contrôle de gestion plus efficace. On est bien sur le thème contrôle de gestion, qualité comptable. Alors, les contrôles à mettre en œuvre pour les couvrir, alors pas par vous, mais par l'entreprise, c'est est-ce qu'on a bien un rapprochement, un cadrage du compte de résultat analytique avec le compte de résultat comptable. J'ai en tête, alors c'était dans le cadre de compte consolidé d'un groupe coté au CAC 40 qui avait un reporting contrôle de gestion, et le conseil d'administration ne faisait pas le lien entre le compte de résultat analytique consolidé et le comptable. Eh bien, quand le président a annoncé le chiffre d'affaires de l'exercice, et que quelques jours plus tard est sorti le chiffre d'affaires consolidé, eh bien, il y avait un gap énorme. Ça entraînait bien sûr une chute du cours de bourse de la société, et de mémoire, ils ont changé de président. Hein, donc là, on n'est pas dans le même niveau, mais s'il n'y a pas de rapprochement, ça ne peut pas participer à une qualité comptable efficace, enfin opérationnelle. Ensuite, on a bien sûr l'analyse d'écart à faire entre le réel et le budget. Alors le budget, c'est un exercice qui est très compliqué, bien sûr, ça vous le savez bien, mais si on veut rapprocher le réel avec le budget, ça veut dire que le niveau de détail du budget doit être suffisamment important pour qu'on puisse faire un rapprochement réel. Si c'est par grande masse, ça ne sert à rien. Donc là, rapprochement par grande masse, ça ne participe pas clairement à la qualité comptable. Il faut faire les rapprochements et l'analyse d'écart entre le prévisionnel par rapport au budget, donc réel budget, prévisionnel budget, et puis tous ces contrôles clés doivent être faits de manière régulière. Fréquence mensuelle, alors pas la peine de descendre plus fin, hein, il faut quand même que l'information soit produite, mais il faut qu'il y ait une fréquence suffisamment réduite pour que l'on puisse efficacement faire des revues d'activité, suivre les indicateurs, avoir un bon reporting. Reporting, là aussi, reporting avec Excel, non, c'est pas un outil pour faire du reporting, Excel. Hein. J'adore Excel, hein, je précise. Et là aussi, les contrôles clés sur la valorisation des stocks, quand c'est en lien, en phase avec l'activité d'entreprise, mais ça, c'est un point important à bien suivre. Alors, les indicateurs de mesure de la performance, donc là, c'est peut-être un petit peu trop petit pour vous à l'écran, mais vous l'aurez dans le support. Mais bien entendu, il nous faut une information pertinente. Hein, donc, pertinence de l'information financière. Donc, vous avez un petit cas, la reprise d'un petit tableau qui est dans le guide. C'est tout ce qui est un compte de résultat par destination, ça c'est les lignes, avec une revue par mois,
le lien avec le budget mensuel et puis le lien aussi avec un years to date, hein, un cumul annuel jusqu'à la date de clôture de ce reporting, et puis un years to date avec le budget. Vous avez aussi à avoir une fiabilité de l'information financière. Alors, comment s'en assurer de ce point-là? Eh bien, c'est avoir une analyse mensuelle et en cumul fin de période du résultat comptable, le résultat analytique et les écarts. Ensuite, vous avez tout ce qui est délai de production de l'information financière. Il faut que l'entreprise soit en mesure de suivre ces délais de production de l'information. Donc, date d'arrêté de la facturation, en mensuel, le mois en cours et le mois précédent, voire le mois de l'année précédente, la date d'arrêté des stocks, date d'arrêté analytique, la date de l'arrêté comptable, la date du reporting de gestion. Tous ces indicateurs-là doivent permettre de suivre cette fiabilité de l'information financière, de délai de production de l'information financière. Ensuite, il faut, c'est une évidence, que l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise soient mobilisés et maîtrisent bien les outils informatiques. Il n'y a rien de pire que dire des utilisateurs qui ne maîtrisent pas les outils, donc ils ne seront pas en mesure d'apprécier correctement ce qui se passe et de mener les bonnes analyses. Alors, il va falloir pour ça qu'ils soient en mesure d'identifier rapidement les écarts d'inventaire, les écarts de prix et les écarts de quantité. Ensuite, rédiger les procédures nécessaires. L'entreprise a mis en place tout un tas de process, d'indicateurs, des outils, tout ça c'est super, mais on le sait bien, la rédaction des procédures n'est pas à la hauteur des ambitions. Donc là, c'est un des points que vous allez pouvoir apprécier dans le cadre d'une évaluation de la qualité comptable de votre client. Est-ce que les procédures sont bien rédigées? Est-ce qu'elles sont compréhensibles? Est-ce qu'elles couvrent bien l'ensemble des processus de l'entreprise? Alors, des exemples qui sont cités, la méthode de contrôle des coûts, est-ce que tout est bien documenté? La méthode ABC, les coûts variables, coûts standards, pour avoir audité l'élaboration des prix standards dans l'industrie sidérurgique, c'était extrêmement complexe. Et la documentation mise à dispo des clients, des utilisateurs était très détaillée, très didactique, et ce qui fait qu'on avait pu s'assurer que l'ensemble des utilisateurs maîtrisait bien tout le processus. Autre point aussi, il faut se référer aux procédures de contrôle comptable de l'Agence française anticorruption. On fait le lien avec tout ce qui est fraude anticorruption. Donc, il faut des procédures de référence applicables. Ensuite, il faut que ces procédures soient rédigées en lien avec le processus. Élaboration budgétaire par service, délégation d'achat, respect budgétaire, suivi budgétaire mensuel, méthode d'analyse des écarts et prix et quantité. Je me souviens d'une intervention, là c'était une mission de conseil, où aux achats, ils nous avaient sollicité pour rédiger toutes les procédures de contrôle. Ça n'était pas fait, et donc on a pu interviewer l'ensemble des intervenants, mettre en évidence, on a mis aussi en évidence les trous ou les doublons, et ça participait bien à tout ça, cette démarche de l'entreprise participait bien à l'amélioration de sa qualité, de la qualité comptable. Voilà, je vais passer la main maintenant à Georges. Si vous avez des questions, vous pouvez, n'oubliez pas de les mettre dans le chat. Pierre les analyse et il va nous faire une synthèse en fin de session. Merci à vous. Je reprends la main. Voilà. Bon, merci Michel, merci pour cette partie sur la contrôle de gestion. Donc nous, on va parler plus particulièrement de la partie système d'information de gestion. Donc on va parler
l'analyse des processus de gestion informatique, enfin de fonctions informatiques. Je vais y arriver, excusez-moi, je suis désolé, le temps de me roder. En fait, ça regroupe l'ensemble des systèmes de management des directions des systèmes d'information, donc appelés plus communément la DSI, et qui regroupe les processus, les procédures et l'organisation. Ça comprend en fait plusieurs niveaux. La stratégie des systèmes d'information, je vais revenir un peu plus en détail après là-dessus, enfin sur tous ces points, je vous rassure. La réalisation des projets d'évolution, la gestion et la sécurisation des systèmes d'information et le tableau de bord de suivi de la performance des processus. Alors, ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est qu'on ait bien tous en tête que quand vous auditez, quand vous avez audité une société, une opinion sur la performance comptable, vous vous appuyez sur des systèmes d'information, enfin sur des données qui sortent des systèmes d'information. Donc, il est plus que nécessaire, et ça fait partie de la norme de notre profession, d'aller auditer ces systèmes d'information, de bien comprendre et de s'assurer que tout ça fonctionne correctement. Pourquoi? Parce que si les systèmes sont mal gérés et qu'il y ait des chiffres qui en sortent qui sont faux, si vous appuyez uniquement sur ces chiffres, évidemment, vous aurez des résultats faux in fine. Donc, les différents thèmes que l'on a pu aborder tout à l'heure sont très importants, donc je peux revenir dessus, c'est-à-dire l'organisation, la gestion de projet, pour faire simple, et la gestion et la sécurisation des systèmes d'information. Donc, la stratégie, donc, c'est savoir comment la société gère son système d'information, quelle est sa vision des choses, et c'est un sujet assez important donc, dans la qualité d'information financière. Pourquoi? Parce que si la société n'a pas une vision stratégique, n'a pas une vision des choses, elle ne va pas investir dans les bons outils et ça va poser des problèmes derrière. Tout ce qui est gestion de projet, aussi très important. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui va permettre de mettre en place les outils qui vont permettre de générer de l'information financière. Si les besoins ont mal été identifiés dès le départ, qu'il manque un certain nombre de règles de gestion, les résultats de l'outil seront incorrects. Si l'outil est correct, mais qu'il y a des évolutions et que ces évolutions vont casser, entre guillemets, ce qui a déjà été mis, les nouveaux résultats seront faux. Alors là, je donne un exemple que j'ai pu vivre dans une vie antérieure où justement une évolution qui était juste une correction simple d'un des programmes a fait que toute la partie règles de gestion qu'on avait déjà implémentées ont sauté et on a mis 6 mois à remettre toutes les règles de gestion correctes dans le système. Donc, imaginez l'impact que ça peut avoir sur la qualité financière, sur l'activité de la société, etc. Donc, la partie gestion du changement est un sujet extrêmement important dans vos travaux parce que vraiment, c'est un point important. Pensez recettes, pensez tests de non-régression quand vous faites vos contrôles. Et puis, pensez aussi à la définition des besoins, vous assurez que les besoins ont bien été définis, qu'ils sont clairs, partagés, etc. Tout ce qui est gestion et sécurisation des systèmes d'information, alors la partie gestion, c'est ce qu'on pourrait appeler l'exploitation. Est-ce que l'exploitation est correctement gérée? Est-ce que les flux d'informations passant d'un système à l'autre sont corrects? Je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Dans une société, les flux d'informations étaient mal paramétrés et mal suivis, ce qui fait que les stocks, le système comptable final ne récupérait qu'une partie de l'information sur les mouvements de stock et ils avaient 10% de leur stock faux. D'accord? Par exemple, j'ai même rencontré des banques, alors ça c'est déjà un peu plus inquiétant, où justement leur système de creux, donc c'est tout le déversement des éléments de gestion en comptabilité, avait un problème et certains creux disparaissaient. Et ils ne s'en étaient pas aperçus. C'est l'audit des systèmes d'information qui a permis d'identifier. J'ai vu qu'il y avait une question, je reviendrai dessus après. Et la partie sécurisation des systèmes d'information,
Là, c'est, enfin, Michel en parlait, c'est tout ce qui est sécurité des systèmes d'information, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les fraudes, sur les attaques cyber, sur les crypto-virus, etc., qui bloquent la société. Évidemment, avec tout un système de tableau de bord dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je réponds tout de suite aux questions ou si on met ça à la fin. Je ne sais pas. Non, comme tu le souhaites, Georges. Comme tu le souhaites. D'accord. Bah, écoutez, je finis mes 2 slides, puis après je reviendrai là-dessus. J'essaie de... Voilà. Alors, si je reviens ici, il y a donc donc voilà. Donc pour maîtriser tout ça, il y a la revue de la gouvernance des systèmes d'information, dont on vient de parler, et aussi l'analyse de la volonté de l'entité à garantir une gouvernance d'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. La partie gouvernance d'entreprise, l'adéquation du système d'information et de la stratégie de la société est tout de même très importante. On va y revenir un peu par la suite. Donc ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur évidemment des normes. On utilise dans ce milieu des normes spécifiques, beaucoup le COBIT. J'ai tendance à dire que ça a été mon livre de chevet pendant des années et des années. Il y a les méthodes ITIL ou le CMMI qui sont des méthodes qui permettent de donner, enfin, c'est des méthodes qui peuvent être utilisées pour la société pour avoir une vraie gouvernance des systèmes d'information. Et évidemment, il faut qu'il y ait un système de pilotage de cette fonction et ça, c'est quelque chose qui manque malheureusement assez souvent dans les sociétés. Petite remarque, Georges. Bon, on sait que certains d'entre vous se sentent pas forcément à l'aise avec tout ce qui est en lien avec l'audit informatique. Et c'est parce que on le sait bien qu'au sein de la commission audit informatique, on a rédigé depuis déjà quelques années un guide d'audit informatique, l'audit informatique pour tous, où on a décliné beaucoup de moyens d'apprécier par des non-experts, d'apprécier justement le système d'information. Donc, on vous invite bien sûr à aller voir, à récupérer ce guide qui est lui aussi gratuit, téléchargeable librement. On l'a pas fait uniquement que pour les commissaires aux comptes de Paris, mais c'est pour toute la profession, aussi bien d'ailleurs aussi que les auditeurs internes qui se privent pas d'aller le voir, où on vous donne beaucoup d'informations sur comment apprécier, comment mettre en œuvre un audit informatique. Et si vous avez identifié, on l'a prévu, que cela va au-delà de vos compétences, eh bien sûr, et on l'a fait via la plateforme BeBusy, vous pouvez très bien faire appel à des experts qui vont vous aider, vous assister pour apprécier et réaliser cet audit informatique. Donc, c'est pas parce que c'est marqué informatique que ce n'est pas que c'est hors de portée. On l'a fait exprès, ce guide, on l'a fait exprès pour vous aider. Donc, allez-y. Si vous ne l'avez pas déjà, allez vite le télécharger, lisez-le. Et vous vous sentirez moins démunis. On a même prévu dans ce guide, vous avez des questionnaires avec quelle est la réponse attendue. Et si la réponse n'est pas conforme à celle qu'on vous recommande, eh bien, c'est qu'il y a probablement un problème. Voilà ce que je voulais dire. Merci Michel. Tout à fait. Alors, je reviens sur la question qui est l'incidence de la taille de l'entreprise sur les objectifs. Alors, du système d'information, pardon. En fait, toutes les sociétés ont un système d'information. Alors évidemment, si c'est fait sur Excel, comme disait Michel tout à l'heure, j'ai tendance à dire que là, vous êtes obligé de faire ça ne sert à rien d'aller plus loin dans la revue des systèmes d'information de la société. Après, dès qu'ils ont un vrai outil, il faut commencer par une analyse de ces systèmes d'information. Il faut toujours le faire en 2 temps, si je puis dire. Le premier temps, c'est d'avoir une vision globale du système d'information de la société,
et pour en identifier les risques. J'ai tendance à dire que pour une société qui a moins de 10 salariés, qui utilise un outil sur étagère du style Sage, où ils font les achats, les ventes et la compta dedans, les risques seront assez faibles. Vous pourrez rapidement avoir une estimation des risques qu'il y a derrière. Si vous avez une société un petit peu plus grosse où déjà il commence à avoir un système achat d'un côté, un système de vente, un système de RH, un système de stock, un système comptable, là, le risque est beaucoup plus important et il faut graduer les travaux là-dessus à partir de ça. D'accord ? Donc, première idée, c'est d'avoir une estimation, enfin de comprendre le système d'information. Donc ça passe aussi par comprendre l'organisation, comprendre la partie stratégie, enfin pas stratégie, mais la partie organisation de la société, vers où ils veulent aller, etc. Et puis après, en fonction, de rentrer plus en détail. Ça ne sert à rien d'aller auditer un système d'information si d'entrée, vous vous apercevez que ce n'est pas fiable du tout. D'accord ? Ça ne sert à rien que vous perdiez du temps là-dessus. Par définition, vous serez obligé de faire des tests plus importants quand vous ferez vos travaux de commissariat aux comptes ou revue des comptes. D'accord ? Ça, c'est un point important. Hein. Ça ne sert à rien de dépenser du temps et de l'argent sur quelque chose qu'on sait non fiable. Après, ça peut être intéressant de creuser certains points pour avoir aussi ce rôle de conseil. Alors, je ne parle pas de conseil, de vrai conseil, mais d'aide aux dirigeants de la société pour qu'ils s'organisent et pour qu'ils améliorent le système. Vous serez gagnant derrière parce que vous aurez moins de travaux à faire derrière. Voilà. Point important. Du coup, sur les... Alors, j'ai juste oublié un point ici, c'est que on a différencié deux typologies de tableaux de bord. En fait, on va, dans la présentation aujourd'hui, l'objectif n'était pas obligatoirement de revenir sur les différents éléments d'un audit informatique, c'était plutôt de voir à travers les tableaux de bord qui peuvent être mis en place dans les sociétés, comment identifier les problématiques. Soit identifier les problématiques, soit identifier ce qui va bien, et adapter ses travaux en fonction. Hein, typiquement, en parlant de tableau de bord, s'ils mettent un tableau de bord et qu'on s'aperçoit que tous les indicateurs montrent une situation pas catastrophique, mais mauvaise, ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous faites vos tests classiques, substantifs, etc. Si vous apercevez que les tableaux de bord sont à peu près corrects et qu'on a un certain nombre de choses bonnes, voilà, ça peut être intéressant d'aller creuser, de faire un audit, une prise de connaissance, etc. Alors, on différencie donc deux typologies de tableaux de bord, des tableaux de bord très opérationnels sur la vie des projets, sur la gestion des incidents, etc. Et une partie de bord plus stratégique. Alors évidemment, la partie stratégique, vous allez retrouver la consolidation d'un certain nombre d'éléments des tableaux de bord opérationnels. Alors évidemment, la partie opérationnelle, c'est quelque chose à beaucoup plus court terme. Ça permet de faire un diagnostic de ce qu'il en est. Ça doit permettre aussi à la société de faire du pilotage de son activité et de prendre des décisions. Bon, ça, c'est les grandes théories. Après, comment les sociétés l'utilisent, il faut aussi regarder ce qu'il en est. Sur cette partie-là, donc il y a deux volets, hein, prendre la mesure de l'atteinte des objectifs courants et l'avancement des projets sur tout ce qui est indicateur de pilotage et évidemment de s'assurer de la performance via des indicateurs de performance. Attention, donc là-dessus, il y a plusieurs typologies aussi d'indicateurs. C'est les indicateurs en fonction des différents métiers de la DSI. La DSI, il y a toute une partie qui ont des flux continus. Hein. On parle de l'exploitation, de la maintenance, des supports utilisateurs, de la sécurité, etc., qui sont des éléments récurrents et qui ne s'arrêtent jamais, entre guillemets. Après, il y a tout ce qui est développement hein, des outils de l'infrastructure dans une logique de projet. Donc ça, c'est pareil, c'est important. Et puis après, il y a toute la partie transverse, commun à tous les métiers, gestion du parc informatique, etc. Donc, il faut bien avoir en tête ces différents éléments quand on regarde ça.
Alors, on va pas rentrer dans un détail fin de chacun des indicateurs qu'on va pouvoir aborder maintenant. L'idée, c'est surtout d'avoir une analyse globale, voir comment on peut utiliser ces outils, qu'est-ce que ça peut apporter dans nos travaux et qu'est-ce qu'on fait derrière s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'insiste aussi là-dessus, hein, Maud présentait tout à l'heure et expliquait que l'objectif, c'était la fiabilisation de l'information financière. Ces indicateurs-là doivent donner une vision sur cette fiabilité des données. Alors, on pourrait se dire que la partie financière des systèmes d'information n'a pas d'impact. Si c'est important de savoir si la société met les moyens qui va bien pour avoir un système d'information cohérent. C'est important, il ne faut pas qu'évidemment ça soit trop faible. Si c'est trop faible, ben, il y a une problématique, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas assez et que du coup, les systèmes ne doivent être pas obligatoirement bien paramétrés, pas contrôlés, pas sécurisés, etc. Donc, des données potentiellement fausses in fine. Trop d'argent dans les systèmes d'information peut cacher un autre biais qui est de dire ils ont un système d'information mal fait et ça leur coûte extrêmement cher de le maintenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous alerter en disant attention, là c'est bizarre, la profession, alors attention parce que par exemple, on parle de dépenses IT par rapport au chiffre d'affaires. Ça dépend évidemment des sociétés dans lesquelles vous travaillez, vous auditez. Vous auditez une banque ou une assurance, évidemment, ce montant-là doit augmenter. Vous auditez une société beaucoup plus petite, évidemment, le chiffre d'affaires, la dépense IT par rapport au chiffre d'affaires est beaucoup moins importante. Mais je reviens sur le fait d'une dépense. Ce qu'on voit régulièrement, malheureusement, c'est que les sociétés, enfin on va revenir aussi là-dessus un peu plus loin, mais les sociétés ont des systèmes d'information qui sont un petit peu obsolètes, qui sont plus maintenus, qui sont compliqués, difficilement maintenables, et chaque modification du système est très compliquée, coûte très cher et potentiellement va générer des problèmes. Donc la partie contrôle des dépenses doit être un indicateur pour vous dire attention, c'est bizarre ou c'est pas c'est bizarre, c'est trop, c'est pas assez, il y a peut-être quelque chose à regarder. D'accord. Et typiquement, s'il y a trop de dépenses ou pas assez, alors pas assez potentiellement, c'est parce qu'ils ont un système stable, fiable, simple. Et souvent, enfin, il y a des sociétés qui disent on fait ça simple, on achète des outils du marché, ils ont été réalisés suivant les meilleures pratiques du marché. Il n'y a pas de raison qu'on invente la poudre, on va s'appuyer dessus. Donc c'est normal que les coûts descendent. Voilà. Par contre, il faut analyser avec la société pourquoi. Trop important, comme je vous l'ai dit, comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il y a trop de personnes, pourquoi les dépenses par poste, tout ce qui est matériel, etc., est trop important, etc. Tout ce qui est gestion de projet est aussi un sujet important à suivre. Ça donne une vision de ce qu'il en est. Un coût de projet trop important peut un coût de projet trop important peut cacher un fait qu'on est allé trop loin dans les spécifications, qu'on veut trop de choses et que du coup, il y a trop de spécifiques. C'est-à-dire qu'on s'écarte des meilleures pratiques du marché pour faire les choses à sa sauce. Voilà. Et ça peut être un danger sur des informations financières derrière. Pourquoi? Parce que quand on veut aller trop loin, qu'on veut faire trop de spécifiques, on est moins sûr de comment l'outil d'information qui va générer sont bonnes, est-ce qu'il n'y a pas de problématique derrière. D'accord. La vue sur le retour sur investissement, sur le payback ou la valeur actuelle nette peut aussi permettre de voir un petit peu ce qu'il en est. Et après, le chiffre d'affaires généré par le système d'information, ça peut être un peu compliqué pour certaines sociétés, parce que quand c'est juste un système comptable, il n'y a pas obligatoirement de ce chiffre d'affaires généré par ça.
par les sociétés. Alors, tout ça, vous me direz potentiellement, ça n'existe pas. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez régénérer pendant vos travaux en leur demandant un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, c'est assez vrai pour plusieurs autres indicateurs. Ça peut vous permettre, en demandant par exemple le montant des dépenses IT, le chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs, etc., ça vous permet de reconstituer certains éléments de là-dedans. Attendez, je regarde, j'ai une question. Alors, bon, ce que je peux te proposer. Alors, Michel, je te laisse regarder les questions pendant que je déroule et puis, à la rigueur, intervenir si nécessaire. Oui, c'est ce que je fais. Je les regarde et il y en a où on va pouvoir, aussi bien toi que moi, allons pouvoir y répondre, mais on les réserve pour la fin. Mais en tout cas, juste une remarque pour les participants, ceux qui vous êtes connectés, n'hésitez pas à nous poser des questions, on est là pour répondre. Hein, profitez de cette matinale pour poser toutes les questions que vous avez toujours rêvé de poser. On est là pour vous. Donc, je continue. Donc, sur la partie indicateur humain, pareil, c'est toujours intéressant de regarder. Alors, évidemment, ça va dépendre de la société. Dans le panel de sociétés que j'ai pu auditer, ça peut être allé d'une seule personne qui est encore le DAF et qui gère l'informatique à 40 ou 50% de son temps, et encore, à une équipe renforcée d'une dizaine de personnes, ou plus d'ailleurs. Voilà. Donc ça peut être intéressant de regarder les effectifs, la masse salariale, etc., à mettre en relation évidemment avec la taille de la société, avec l'activité de la société. Je maintiens, il y a certaines sociétés où l'informatique, il y aura, entre guillemets, des choses assez simples, et d'autres qui seront beaucoup plus complexes. Turnover sur les sociétés un petit peu plus importantes, c'est intéressant. Ça montre l'état d'esprit de la société, ça montre les problématiques qu'il peut y avoir. Un fort turnover dans une société au niveau des systèmes d'information montre un malaise, un système mal géré qui fait que les gens, au bout d'un moment, n'en peuvent plus à faire pompier tout le temps, même si c'est très français. Mais voilà. Donc ça peut être un indicateur de vous dire, tiens, là, s'il y a un turnover aussi important, il y a peut-être des soucis dans le système d'information, donc à creuser. Pareil, des sociétés qui forment leurs informaticiens, c'est quelque chose d'important. Ça permet de savoir un petit peu ce qu'il existe dans le marché. Ça permet aussi que quand de nouveaux projets vont arriver, alors ça va avec la veille technologique, quand de nouveaux projets vont arriver, qu'ils se posent des bonnes questions, qu'ils aillent sur des outils un peu plus up-to-date, si je puis dire, que des vieux outils. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, je crois que j'en reparle un petit peu après. Le choix d'un outil quand la société veut renouveler un de ses outils, son ERP, son système d'achat, son système de stock, etc., est important. Il faut faire très attention, et ça peut être, je crois que j'en reparle après sur les indicateurs, mais peut être important de s'assurer que quand il y a des nouveaux projets qui arrivent, ça c'est dans la partie organisation stratégique que vous voyez ça avec la direction, quels sont les nouveaux projets, qu'est-ce qu'ils ont prévu comme outils, et vous assurer que les outils qui vont être en place sont des outils qui ne sont pas obsolètes ou qui ne sont pas en voie de devenir obsolètes. Si je prends un outil comptable, alors j'ai plus toutes les versions de Sage en tête. Si vous prenez une version de Sage qui a été développée il y a 15 ans, alors soit ça fonctionnait, restons sérieux. Par contre, elle n'est plus maintenue. Et s'il y a un problème sur l'outil, vous n'aurez plus de support utilisateur, de l'éditeur. Pardon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ils vont mettre un nouvel outil, s'ils veulent prendre Sage, qui est très bien, voir il faut prendre la dernière version ou la version juste avant, en s'assurant que la version juste avant sera, que l'éditeur supportera cette version-là.
D'accord? C'est-à-dire que quand je dis que l'éditeur supporte la version, ça veut dire que s'il y a un bug de l'outil, l'éditeur ira corriger ce bug et donnera de quoi corriger le bug. Une fois que l'outil n'est plus maintenu par l'éditeur, ça veut dire que quand il y a un bug outil, bah, tant pis. C'est la société qui doit se débrouiller avec. Voilà. Donc ça, c'est un point important de suivre. Ça permettra de bien vérifier que la société ne va pas faire tout et n'importe quoi quand ils vont choisir des nouveaux éléments et que les gens sont suffisamment bien formés pour faire leur métier d'informaticien et de gérer correctement la société, de gérer les flux, de gérer, etc. Prestataire, sur la partie prestataire, alors là, il y a 2 sujets. Il y a la perte de connaissances. Hein, quand une société fait intervenir beaucoup de prestataires par rapport au nombre de salariés, il y a un fort risque de perte de connaissances. C'est-à-dire que si les prestataires arrêtent, et les contrats font que ils arrêtent beaucoup plus facilement qu'un salarié, ils peuvent partir avec la connaissance de la société. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet qui est là un peu plus financier, qui est de dire attention, si un prestataire est là depuis plus de 2 ans, on peut requalifier son contrat en CDI, qui peut avoir une importance en soi. Alors là, c'est plus des indicateurs techniques. Donc ça, c'est très important. Hein, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Déjà, la première chose, c'est de s'assurer que le parc informatique est correctement géré. Un point important, ça va. Il y a 2 sujets derrière. Il y a tout ce qui est suivi de l'exploitation et il y a aussi la continuité d'activité. La continuité d'activité, c'est souvent un sujet qui n'est pas pris en compte ou mal pris en compte par les sociétés. Alors évidemment, quand c'est réglementé, normalement, ça va. Mais quand ce n'est pas réglementé, on intervient, nous, régulièrement, sur des sociétés qui ont eu des problèmes de serveurs qui lâchent avec des problèmes de sauvegarde, donc qui perdent leurs données comptables, de sauvegarde mal faites. J'ai un client, ils ont perdu 6 mois de données comptables parce que les sauvegardes n'avaient pas été faites et que le serveur avait planté. Vous imaginez bien dans votre métier que quand il y a ça, la société ayant reconstitué les données comptables, vous allez devoir avoir un travail important à faire pour vérifier tout ça. Donc, point important, c'est s'assurer que la supervision du parc matériel et logiciel est faite et surtout qu'ils suivent bien que la partie technique est faite. Alors, sur la partie parc logiciel, c'est intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on a comme outil, quelle est l'obsolescence, est-ce qu'on a beaucoup d'applications SaaS? Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est quel est les taux d'application que l'on a, que la société a et gère elle-même, ou quel est le taux d'application des applications qui sont gérées à l'extérieur. D'accord? Qu'est-ce qui est application spécifique par rapport à un logiciel? Pareil, c'est intéressant. L'application spécifique, ça veut dire que la société a défini ses propres règles de gestion. Ce qui veut dire que pour vous, c'est plus de travail pour aller vérifier quelles sont ces règles de gestion, est-ce qu'elles sont bien implémentées, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la donnée comptable derrière. Alors qu'un logiciel, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a toute une partie paramétrage qui peut avoir un impact dessus, la partie logiciel, elle s'appuie sur les meilleures pratiques du marché. Donc, normalement, je parle de SageMail, je parle de SAP, je parle d'Oracle. Normalement, ce sont des outils qui sont plus fiables et vous trouverez moins de problématiques. Donc, vous pouvez beaucoup plus vous appuyer sur les données qui sortent de ces systèmes. D'accord? Donc, ça pouvait alléger vos travaux derrière. Tout ce qui est technique, taux de panne, incidents, etc. Donc, j'en parlais, je donnais un exemple tout à l'heure d'une société qui avait 10% de ses stocks faux parce que problème de panne, problème d'incident, non identifié, non résolu, etc. C'est un vrai sujet. D'accord? Et ça, voilà. Et ça, ça a typiquement un impact fort derrière. Typiquement, là, sur le client en question, alors ce n'était pas un audit dans le cadre du commissariat aux comptes, c'était un audit de due diligence.
on s'en est aperçu plus par de l'analyse de données, en se disant il y a quelque chose qui ne va pas dans le process, on va faire de l'analyse de données derrière pour essayer de comprendre. Et l'analyse de nos données a été assez rapide pour montrer que entre le système amont et la comptabilité, ce n'était pas du tout pareil. Et donc, en creusant, on s'est aperçu que il y avait un problème de panne, il y a un problème d'incident qui n'avait pas été identifié ou pas résolu dans les temps, et que du coup, pendant toute une période, les flux une partie des flux n'était pas remontée. D'ailleurs, ce qui était traître, c'est qu'il n'y avait qu'une partie des flux qui n'était pas remontée. Voilà. Et sur la partie projet, ça aussi c'est important, j'ai l'impression de dire que tout est important, vous m'en excusez, c'est respect des délais et des charges et le taux d'avancement. Pareil, un coût d'un projet qui explose, c'est pas obligatoirement bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont allés plus loin que ce qu'ils auraient dû aller. Ils ne maîtrisent pas, il n'y a pas assez de ressources sur le projet, ce qui fait que ça dérive dans le temps, donc ça coûte plus cher. Quand il n'y a pas assez de ressources sur le projet, ça veut dire que c'est mal spécifié, donc que les règles de gestion qui vont être mises dedans ne sont pas bonnes. Et ça, honnêtement, ça, je le vis tous les jours dans mon métier, où là, pour le moment, je travaille sur la partie transformation des sociétés, où on voit justement les sociétés qui ne mettent pas les ressources en face, et ça a un impact direct sur les délais et sur les charges. Et donc, sur la qualité comptable in fine. Sécurité. Alors, 3 points. Donc, la gestion des habitations, les failles de sécurité, évidemment, le suivi des incidents de sécurité. Alors, en préparant ça, j'aurais dû rajouter un exemple d'indicateur sur la partie habilitation, c'est le nombre enfin 2 indicateurs, un qui est le nombre de revues des droits d'accès et 2 qui est le nombre de droits d'accès désactivés. Pourquoi je dis ça? C'est la revue des droits d'accès, la gestion des habilitations, c'est quelque chose de très important et c'est par là souvent que les fraudes arrivent. La sécurité, c'est souvent quelque chose qui est mis de côté dans les sociétés. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, c'est chronophage, on ne voit pas trop l'intérêt, etc. Sauf que c'est par là, sur la partie habilitation, qu'arrivent les fraudes régulièrement. La plupart des fraudes que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière, ça passe par là. La revue des comptes qui n'a pas été faite. Du coup, il y a eu des droits attribués à une personne à un moment précis parce qu'il y a quelqu'un qui était malade, on a été obligé de lui donner les droits pour pouvoir pallier l'absence de l'autre personne, sauf qu'on a oublié de lui retirer. Et puis personne ne vérifiait ce qu'elle faisait parce qu'elle n'était pas censée le faire. Et la société auquel je pense, il y a eu 300 000 € de détournés comme ça. Voilà. Donc ça, la gestion des habitations, dans notre métier de commissaire aux comptes, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a toute la partie fraude derrière. D'accord, toute la partie fraude, et puis qui veut dire fraude. Alors, ce n'est pas que de la fraude d'ailleurs, c'est aussi donner des droits à des personnes non autorisées, fait que la personne ne sait pas comment, quelle information il y a dedans, comment on la gère, et risque de faire des erreurs et des bêtises. Donc, il n'y a pas que la partie fraude. Et puis après, il y a la partie purement sécurité, comme on peut l'appeler dans l'informatique, antivirus, anti-spam, patch de sécurité, etc. Pareil, c'est souvent par là que les sociétés se font attaquer. Michel parlait tout à l'heure des données qui avaient été prises dans la partie pour France Emploi, si je ne me trompe pas, mais ça arrive à d'autres sociétés, où il y en a d'autres qui qui ont des cryptovirus. Cryptovirus, pour que tout le monde le comprenne bien, ce sont des virus qui vont crypter votre disque dur et on vous demande une rançon pour pouvoir vous décrypter. Alors, sachez une chose, c'est que la plupart du temps, vous payez et ce n'est pas décrypté. Alors, ça arrive de temps en temps que ce soit décrypté, mais voilà. Donc, il faut bien prévoir ça dans la partie continuité d'activité, il faut bien prévoir ça dans les sauvegardes, et puis il faut surtout prévoir ça dans la sécurité des systèmes d'information. Donc, pour vous, ça a un impact fort, parce que si il y a une perte de données, comment vous faites pour valider les comptes, comment vous faites pour faire votre travail. D'accord. Et puis évidemment, c'est comment on suit les incidents liés à la sécurité, ça c'est tout de même très important.
Et puis, le petit dernier sur la partie indicateur de production, enfin, pas de production, opérationnelle, excusez-moi, c'est la satisfaction des métiers. C'est un bon indicateur aussi. Il y a les enquêtes de satisfaction, il y a le respect des SLA. Alors, SLA, c'est le niveau de service attendu. Ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil. Pourquoi? Parce que ça montre si un niveau de service attendu est défini, ça veut dire que la société s'est posé la question de la criticité de ses systèmes d'information. Je prends l'exemple d'une société, enfin d'un fournisseur de pièces détachées dans l'automobile. S'il a fait correctement son boulot, il a défini que son système de prise de commande et de livraison des pièces détachées aux constructeurs automobiles est quelque chose d'extrêmement critique parce que tout non-respect du contrat avec les constructeurs automobiles génère des pénalités. Donc, il doit avoir identifié que dans ces moments-là, s'il y a un problème sur l'outil, ça doit être résolu dans la demi-heure, dans l'heure, etc. Par contre, si son système RH saute, c'est grave, surtout qu'il faut payer les salariés en fin de mois, mais on n'a pas besoin de résoudre ça en une demi-heure, en une heure. Si on met 3 jours pour le résoudre, c'est pas très grave. Donc, il faut aussi, ça peut permettre de donner une idée de l'analyse qu'ils en ont faite et quels sont les moyens qu'ils mettent derrière. Et puis, s'assurer de la qualité du service support, c'est donc le nombre d'interventions, etc. Ça permet aussi, le nombre d'interventions, etc., peut aussi donner une indication sur les outils mis en disposition. Enfin, sur l'obsolescence des outils, etc. C'est-à-dire que s'il y a énormément de requêtes sur un outil, par exemple, si la personne, enfin, s'ils ont mis Sage 1000, alors je n'ai pas d'action chez Sage, hein, voilà, mais s'ils ont mis Sage 1000, mais qu'ils ont fait plein de spécifiques et qu'on voit énormément d'interventions sur l'outil comptable, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il y a un warning il doit y avoir un warning chez vous en disant attention, ça veut dire que l'outil est mal paramétré, ça veut dire que les données qui vont en sortir risquent d'être fausses. D'où rajout de contrôle supplémentaire de votre côté. Hop. Alors après, on passe plus sur la partie tableau de bord stratégique. Alors la partie stratégique, précédemment, hein, tout ce qui était opérationnel, c'est de s'assurer que le système fonctionne. Est-ce qu'il y a beaucoup de pannes? Est-ce qu'elles sont résolues rapidement? Est-ce que les gens sont suffisamment formés pour faire correctement fonctionner le système d'information? Est-ce qu'il n'y a pas de perte de données, etc. Donc, est-ce que les données qui vont sortir des systèmes d'information et que je vais auditer sont fiables et est-ce que je peux m'appuyer sur ces systèmes d'information? Là, c'est aussi la vision stratégique à plus long terme et qui est aussi importante dans votre analyse, c'est est-ce que la société met en place ce qu'il faut pour que le système d'information à plus long terme fonctionne correctement. Hein, je parlais tout à l'heure du choix des outils, ça doit faire partie de la stratégie de la société, de se dire je veux quelque chose de moderne, je veux quelque chose qui soit dans l'air du temps, je ne veux pas quelque chose qui date de Mathusalem et qui me posera un certain nombre de problèmes. Hein, ça va pareil sur quelle est ma stratégie par rapport à ça, quel genre de ressources je dois recruter pour ça. Puis auditer par exemple des sociétés qui étaient des startups sur les nouvelles technologies. Ils avaient défini un certain nombre de tableaux de compétences. Quelles sont les compétences qu'ils devaient avoir pour pouvoir mener à bien leur stratégie, leurs compétences informatiques. Je sais pas, quelles sont les compétences informatiques qui permettent d'atteindre la stratégie, comment ils le mettaient en place, etc. Donc là, si vous sortez ce genre d'indicateurs, ce genre de tableau, ça montre qu'ils ont réfléchi à leurs problématiques et que derrière, leur activité va fonctionner, qu'il n'y aura pas de risque particulier là-dessus. Il peut y en avoir, mais voilà, au moins, ça a été pris en compte. Donc la partie stratégique, ça comprend donc la partie financière, ça va de soi, hein, c'est quels sont les coûts que l'on veut mettre dans les systèmes d'information pour accompagner son développement et sa stratégie.
le client, quelle est la valeur perçue par le client. C'est important hein, quand vous mettez un système d'information. Le client, ça peut être externe ou interne. Hein, si les comptables ne sont jamais contents du système d'information, pareil. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans le système. Peut-être que l'outil a des bugs réguliers. Warning, attention, c'est qu'il y a potentiellement des données qui sortent fausses. D'accord ? Donc, tout ce qui est gestion de processus interne, évidemment, et puis l'innovation et l'apprentissage, on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, sur prendre les solutions up-to-date, former les équipes, etc. Alors, ça fait émerger un certain nombre de notions, on ne va peut-être pas s'apesantir trop là-dessus, donc distinction build-run. Build, c'est tout ce qui est construction de la solution, run, c'est toute l'exploitation de la solution. Attention, parce que souvent, les sociétés réfléchissent au coût de la construction. Quand je dis construction, c'est mise en place d'un projet, et ils en oublient toute la partie exploitation, c'est-à-dire correction des bugs, coût des machines, coût des licences, etc. Et ça peut être embêtant parce que si la société ne réfléchit pas à ça, ça peut les mettre en difficulté financière derrière. Le coût complet d'utilisation des postes de travail, ce n'est pas juste l'achat d'un serveur ou d'un PC qui va être donné à un collaborateur, c'est le montant du helpdesk, etc. Voilà. Bon, après, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, surtout que je vois que je suis extrêmement bavard et que le temps file. Tout à fait, oui. Il faudrait qu'on puisse garder du temps pour répondre à toutes les questions. Alors, justement, donc je vais passer très rapidement sur la suite. Je prends encore 2 minutes pour les prochains slides. En fait, on retrouve dans les prochains, donc ce que vous retrouverez dans le guide de la CRCC, vous verrez qu'un certain nombre d'éléments de la partie stratégique s'appuient aussi sur des informations qu'on a pu voir dans la partie opérationnelle. Donc, pareil, je vais passer ce genre de choses. J'en ai beaucoup parlé. Vous voyez, hein, si je reviens un petit peu en arrière, le taux de projets innovants, le nombre de jours de formation, l'ancienneté des technologies, etc. Je crois que j'ai assez assisté là-dessus. L'évolution du service level agreement, les taux de réclamation, vous voyez, tout ça, ça s'appuie. Alors là, on donne une vision plus high level qui permet de s'assurer que ça correspond à la stratégie de la société. Juste un petit point sur les procédures. La partie procédure, hein, c'est important. Ça aide la société à se structurer, à définir ce qu'il en est et de voir comment ils doivent travailler. Ça, c'est quelque chose que vraiment il faut recommander aux sociétés. C'est déjà quelque chose que, si ça existe, il faut que vous preniez en compte, que vous regardiez et que vous vous assuriez que ça répond aux meilleures pratiques aussi de la profession. Juste un tout petit point sur la partie cartographie des systèmes d'information. Ça peut être un très bon point d'entrée pour vous quand vous abordez une société, en leur demandant leur cartographie et s'ils ne l'ont pas, de la reconstituer avec eux. La cartographie, ça donne quoi? Ça donne une vision des différents systèmes d'information, des différentes informations qui sont partagées entre les différents systèmes d'information. Comment c'est géré? Est-ce que c'est des flux automatiques? Est-ce que c'est des flux manuels? Quand on parle entre deux applications, quand on parle de flux automatique, il y a plus de chances que le résultat soit bon qu'un flux manuel où on peut faire des erreurs. Alors, je n'ai pas dit qu'un flux automatique était fiable toujours à 100%. Hein. On en a parlé tout à l'heure, où la société avait une perte d'information. Voilà, donc j'étais extrêmement bavard, donc je vais m'arrêter là, juste avant de passer aux questions-réponses. N'oubliez pas que vous avez accès au guide, hein, que vous retrouverez tout ce dont on a parlé dans ce guide-là. Hein, vous pouvez scanner ou vous l'aurez avec le support. Donc, on va passer aux questions-réponses. Je te laisse la main, Michel. Oui, je vais prendre la main. Alors, déjà, merci pour toutes vos questions. On va y répondre. Ta caméra, Michel. Michel, ta caméra. Ça serait plus sympa. Oui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces questions très pertinentes. Ce n'est pas juste pour faire un petit coup de violon, mais merci pour ces questions-là. Et nous allons y répondre à toutes. Alors, si je les reprends dans l'ordre dans lequel elles sont apparues, mais avec déjà une première remarque.
procurez-vous le guide qu'on vient de vous présenter avec juste 2 exemples, un contrôle de gestion et système d'information de gestion. C'était juste 2 exemples parmi les 11 fiches qui sont dans le guide. Donc, procurez-vous-le, lisez-le bien. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce guide? De vous donner tout un cadre pour apprécier la qualité comptable. Et il y a une première partie qui concerne qu'est-ce que la qualité comptable? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vois par rapport à certaines questions qui ont été posées, vous avez déjà ce premier chapeau qui positionne la problématique. Ensuite, par rapport aussi à d'autres questions, vous avez dans chacune des fiches des indicateurs d'appréciation de la qualité comptable via les processus qui vous sont proposés. Ce sont des exemples, des propositions d'indicateurs qu'il faut bien sûr adapter en fonction de chacun du contexte de vos clients. Ceci étant dit, si je leur prends maintenant les questions, quelle est la différence entre qualité comptable et contrôle interne? Là aussi, c'est abordé dès la première partie du guide. Qu'est-ce que le contrôle interne? Alors, il y a plusieurs définitions qui vous sont données dans le guide, suivant qui avait évoqué ce sujet-là. Qu'est-ce que le contrôle interne? J'ai une définition que j'ai en tête, que j'ai toujours eu en tête au cours de mes années d'expérience, c'est qu'est-ce que le contrôle interne? C'est tout ce qui permet d'empêcher, détecter, corriger toute erreur. Voilà, c'est le cadre, on va dire, le cadre général. Donc, empêcher, détecter, corriger. Et quel est le lien avec la qualité comptable? Un contrôle interne qui est défaillant, qui n'est pas efficace, bien sûr, va avoir une répercussion sur la qualité. On ne détecte pas à temps des erreurs. Ou quand on détecte une erreur, eh bien, on met beaucoup de temps à la corriger, beaucoup de temps à l'analyser, et on ne met rien en œuvre pour le corriger. C'est comme rechercher des indices de fraude. On trouve des indices de fraude, ok, on a trouvé des indices, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on corrige les process pour justement éviter ce genre de fraude? Donc, vous voyez le lien entre contrôle interne, tel que je l'ai défini brièvement, hein, empêcher, détecter, corriger, et la qualité comptable. Et là, vous avez déjà, c'est ce que vous faites déjà, hein, quand vous faites de votre revue du contrôle interne, vous faites déjà cette appréciation-là. Et la conclusion que vous faites sur le contrôle interne cycle par cycle, vous en tirez bien des conclusions sur la qualité comptable. Donc, voilà bien. Donc, je vous renvoie à la première partie de ce guide qui est qu'est-ce que la qualité comptable? Et vous verrez bien la différence entre contrôle interne et qualité comptable. Le contrôle interne étant bien sûr intégré dans l'approche d'appréciation de la qualité comptable. Ensuite, la deuxième question qui a retenu notre attention, c'est je m'interroge pour comprendre s'il faut disposer d'un outil pour mener une analyse de l'audit informatique de nos clients au regard des normes professionnelles d'audit. Est-ce qu'il y a un outil? Alors, outil, c'est un terme large. Outil, parmi ces outils, il y a bien sûr la méthode. D'abord de la méthode. Pour apprécier, faire ça correctement, il faut d'abord 1 de la méthode, 2 de la méthode, 3 de la méthode. Vous connaissez cette phrase. Donc, il faut déjà avoir de la méthode. Maintenant, est-ce qu'il y a des outils informatiques qui permettent d'aller plus vite? Je ne parle pas de l'intelligence artificielle qui pourrait beaucoup nous aider dans ce cadre-là, mais on n'en est pas encore là, pouvoir faire ça de manière efficace. Mais tout va dépendre des thématiques que vous voulez auditer. Est-ce que vous voulez auditer la sécurité? Il y a des outils qui permettent d'apprécier si le système informatique de l'entreprise résiste à des attaques. Vous avez aussi des méthodes, des outils qui permettent d'identifier s'il y a des problématiques de séparation des tâches. Mais ça, vous avez déjà tous ces outils-là. Hein, dans votre démarche traditionnelle, vous le faites. L'objectif de ce guide, c'est de mettre en perspective tout ce que vous faites aujourd'hui en perspective par rapport à la qualité comptable. Donc, c'est ça l'objet de ce guide. Hein, c'est véritablement de vous aider pour le faire. Et on l'apprécie, la démarche qu'on a retenue pour rédiger ce guide, c'est qu'on fait une approche par les processus. Ce n'est pas par les cycles, c'est par les cycles, processus, c'est un peu identique. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu pour vous aider. Donc la réponse sur est-ce qu'il faut disposer d'un outil? Ce n'est pas d'un outil, c'est de plusieurs. Hein, c'est de la méthode et pour certaines thématiques,
il y a des outils informatiques qui vous permettent de le faire. Est-ce qu'il existe, troisième question, est-ce qu'il existe une liste de points incontournables à connaître et à documenter sur le système informatique PE et TPE, donc petite entreprise et très petite entreprise? Georges en a évoqué un, et là, vous l'avez dans la fiche sur le système d'information de gestion. Vous avez certains points incontournables, et Georges l'a cité directement, la cartographie du système d'information. Qu'on soit une grande entreprise ou une PE, alors les PE et les TPE, en général, c'est normal et c'est logique, elles n'ont pas en interne une direction informatique. Puisque c'est typiquement l'interlocuteur que vous avez contacté pour avoir la cartographie du système d'information. S'ils n'en ont pas, ils ont certainement un prestataire. Le prestataire, il est censé avoir dans son dossier d'intervention la cartographie du système d'information. S'il ne l'a pas fait, déjà, vous pouvez dire ce n'est pas forcément un bon prestataire. Toute entreprise qui n'est pas capable de vous donner sa cartographie du système d'information, il y a un risque de non-qualité. Donc, dans la fiche, notamment, vous avez ce point-là sur ce qu'il faut obtenir. Et vous verrez, la cartographie, ça permet d'identifier si les systèmes sont vieux, s'ils sont maintenus, est-ce qu'ils sont efficaces, etc. etc. Quelles sont les interactions entre les différents systèmes, facturation et comptabilité. Typiquement, même si on va une PE, une petite entreprise qui fait de la vente aux particuliers, eh bien, au-delà d'avoir un système de caisse certifié, eh bien, s'il faut recopier manuellement le chiffre d'affaires journalier en comptabilité, c'est peut-être qu'il y a un problème de qualité comptable. Michel, Oui. je t'interromps sur un point. Tu es bien d'accord qu'il faut impérativement faire cette cartographie des systèmes d'information, même si au milieu, nous avons un système comptable qui est hébergé chez l'expert comptable. Bien parce sûr, que tous bien les sûr. autres systèmes sont bien dans l'entreprise. Non, parce que on a ce réflexe de dire, mais de toute façon, la compta est externalisée. Oui, certes, la compta, mais tout le reste est quand même dans l'entreprise. Exactement. La cartographie, elle doit être globale. Quels sont les systèmes utilisés par l'entreprise, qu'ils soient en interne ou en externe? Si l'entreprise, peut-être un peu plus grosse, pour les PE et TPE, en général, ils n'ont pas les moyens de le faire, mais pour toute la gestion, vous avez un outil, je ne fais pas de pub, exemple, Salesforce. Si l'entreprise dit Salesforce, c'est externalisé, mais ça fait partie du système d'information d'entreprise. Et plus ça va, plus les systèmes sont hébergés par des tiers. Question suivante. Avez-vous des indicateurs normatifs à nous communiquer? Eh bien, si vous procurez le guide et que vous parcourez toutes les fiches qu'on a rédigées, vous verrez que dans toutes ces fiches, nous avons listé un certain nombre d'indicateurs qu'on vous propose pour apprécier cette qualité comptable. Alors, bien sûr, il faut l'adapter à chaque fois en fonction de l'activité, de la taille de l'entreprise, de son organisation, pour pouvoir apprécier quels sont les indicateurs qui seraient le plus pertinents. Mais ça, pareil, on ne fait pas l'injure de vous dire que vous ne savez pas le faire. Donc, mais lisez bien le guide, vous verrez qu'à chaque fois, on vous propose des indicateurs de mesure de cette performance. Sur quelle base, dernière question, pour l'instant, oui. Sur quelle base un tel examen stratégique ah non, il y avait une question avant qui n'a pas été reprise. À moins que vous n'en parliez plus loin, il vous manque un indicateur de performance de la gestion des financements, des cash flows, etc. Eh bien, on ne vous a présenté que 2 fiches, contrôle de gestion et système d'information. Mais vous avez une fiche dédiée à toute cette thématique de gestion du financement, des cash flows, des tables de financement, etc. Donc, lisez la fiche sur toute cette partie-là. Vous verrez qu'on a bien détaillé ce volet-là. Comme on est parti sur une approche par les processus, on les a tous balayés. Et donc, vous allez retrouver un certain nombre une fiche qui est spécifique à toute cette problématique de la trésorerie. Dernière question. Sur quelle base un tel examen stratégique peut-il conduire à une réserve dans le rapport et sa rédaction? Ma réponse, ça sera dans quelle mesure, sur quelle base un examen du contrôle interne peut vous conduire à une réserve dans le rapport et sa rédaction. Quand on apprécie
que le contrôle interne n'est pas efficace, eh bien, la conséquence, c'est que vous faites plus de diligence. Vous allez faire des recommandations, bien sûr, hein, si le contrôle interne n'est pas suffisant, il y a des risques de fraude, d'erreur, et cetera. Donc ça joue sur la qualité comptable. Donc là, si vous faites cette revue de la qualité comptable et que vos conclusions, c'est que la qualité comptable n'est pas au rendez-vous, n'est pas en phase avec la stratégie de l'entreprise, ses objectifs, ses ambitions, etc., bah, ça pourrait vous conduire à faire des réserves, mais ça peut aussi vous conduire à mettre en place plus de travaux. Si vous n'avez pas les moyens de mettre en place ces travaux parce que la qualité comptable n'est pas adéquate, bah oui, ça peut avoir une incidence sur la rédaction de votre rapport. Ce qu'on vous donne, ce guide-là, c'est dans le cadre de votre démarche traditionnelle d'audit en tant que commissaire aux comptes. Donc, apprécier la qualité comptable, ça fait partie de votre démarche et donc à vous d'en tirer les conséquences sur le rapport et sa rédaction. Mais déjà, en premier lieu, s'il y a une mauvaise qualité comptable, ça risque d'avoir une incidence, mais la première conséquence, ça va être de vous obliger à mettre en œuvre plus de diligence pour le faire. Après, mettre en plus de diligence, il y a différentes façons de le faire. Alors, sur une de mes thématiques, qui est l'audit de données, eh bien, j'interviens pour des confrères en tant que sous-traitant pour faire de l'audit de données. J'ai en tête un exemple, une société qui fait de la téléphonie sur IP, hein, sur Internet. Les transactions se chiffrent sur 3 trimestres en 2,5 milliards de transactions. 2,5 milliards de transactions. Comment, dans ce cadre-là, s'assurer que le chiffre d'affaires comptabilisé est en phase avec l'activité réelle de l'entreprise? Bah, par sondage, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Donc, bah, on a mis en œuvre un audit de données sur 3 trimestres exhaustifs d'activité et les écarts, leur chiffre d'affaires est assez significatif, mais les écarts entre le système de facturation, de gestion des transactions, des appels téléphoniques, des FADET, hein, appel par appel, et le chiffre d'affaires a conduit à un écart de moins de 300 €. Donc, on a pu le faire parce qu'on a fait de l'audit de données. Mais pourtant, c'était bien documenté, c'est super bien géré, c'est un système interne, donc avec un peu plus de risque que si ça avait été un logiciel. Donc vous voyez, en termes de quelles sont les conséquences? Bah, c'est à vous de les apprécier en fonction, des conclusions que vous tirez sur la qualité comptable. Et l'objectif de ce guide-là, c'est bien de vous aider à identifier, à mettre en œuvre une démarche d'appréciation de la qualité comptable. Par rapport aussi à d'autres questions, plus généralement aussi, je vous renvoie au guide Audit informatique pour tous, où nous avons détaillé beaucoup de choses pour vous assister, pour vous aider à apprécier le système d'information de l'entreprise et de faire non pas forcément un audit informatique complet, mais en tout cas de vous donner tout un tas de thématiques pour vous permettre d'apprécier si les systèmes d'information sont efficaces, adéquats, opérationnels, et cetera. Donc, notre objectif à la commission audit informatique de la CRCC de Paris est bien de vous aider en vous fournissant des outils pour que vous puissiez aller plus loin, plus vite et pouvoir conclure. C'est ça notre objectif et on ne le fait pas que, alors désolé pour vous, hein, on ne le fait pas que pour les Parisiens, mais on le fait bien, ça nous gouverne depuis pas mal d'années. On le fait pour la profession. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si nos réponses, alors bien sûr, hein, Maud et Georges, même si j'ai pris la parole parce que j'ai pris le temps de regarder toutes les questions au fur et à mesure, mais n'hésitez pas, il nous laisse pas, quoique là, terminé. Donc, je te laisse conclure, Maud. Non, je dois partir, désolée. Alors, dans ces cas-là, la conclusion, elle va être très, 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 très rapide. En fait, j'invite effectivement, je relaye deux des messages de ce matin. C'est l'audit informatique, il est pour tous les commissaires aux comptes. Ne vous restreignez pas, ne partez pas du principe que vous n'êtes pas capable de le faire. Et pour ce faire, la CRCC vous donne des outils. Et je vous invite véritablement à vous plonger dans ce guide de la performance qui a effectivement les deux aspects, c'est-à-dire qui introduit par ses aspects contrôle interne et qui permet
de mettre la performance comptable en corrélation avec le contrôle interne et enfin qui vous donne ces analyses des 11 processus. Donc surtout, bonne lecture, il est vraiment très riche d'enseignements. Voilà, et désolé, je dois vous quitter parce que j'ai une autre vision. Merci à tous. Merci Maud. Merci Maud. Alors, vous pouvez télécharger évidemment tous les documents. N'oubliez pas de rester un peu connecté pour répondre à un questionnaire de satisfaction s'il vous reste quelques minutes. Et puis, vous devrez recevoir un mail dans les jours qui viennent pour répondre à un quiz et obtenir votre attestation de formation. Voilà. Alors, on vous remercie tous pour votre participation à cette matinée. Nous espérons bien sûr qu'elle vous a été utile et que l'on vous a donné envie de vous procurer ce guide et de vous y plonger et de le mettre en œuvre. Merci à tout le monde. Nous vous souhaitons, merci à vous. Nous vous souhaitons une excellente journée et rendez-vous à une prochaine matinale. À bientôt. À bientôt. Juste, Pierre, je vois qu'il y a une question sur comment récupérer ce document. Je crois que c'est envoyé dans le mail, c'est ça, un lien? On a perdu Pierre. Oui, normalement, il y a le lien pour pouvoir le télécharger. D'accord. Ok, parfait. Dans le mail, a priori. Voilà, c'est marqué quelqu'un répond de place, c'est gentil. Merci beaucoup. Attendez, je vais revérifier. Je vois que les avis sont partagés. Bon, Pierre vient de nous mettre un message. Il ne peut plus parler parce que son micro reste coupé. Donc, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de monde de connecté, mais en tout cas, il est l'heure. Donc, je me déconnecte. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir. Je quitte. Au revoir et je pense que vous recevrez un lien vers les slides. Bonne journée à vous tous. Au revoir.